Il m'oblige à faire des trucs gore. Je me sens humiliée. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel audio qui va traiter de la naïveté, de l'abus sexuel et du fait de ne pas savoir se respecter, se faire respecter. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à sortir des relations toxiques, manipulatrices, compliquées ou qui font intervenir une tierce pour attirer directement la bonne personne. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'actionner la cloche des notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Il m'oblige à faire des trucs gore. Je vais décrypter à travers un épisode vécu par une femme comment elle s'est retrouvée à subir, entre guillemets, des trucs gore, et comment elle aurait pu déceler les signes qui lui auraient permis de ne pas y aller, et enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle y est allée. Avant d'arriver aux fameux trucs gore qui ont perturbé, appelons-la Isabelle, je vais vous décrypter l'histoire. Elle nous explique que fin avril, elle fait la connaissance de Walter, qui a 45 ans, soit 6 ans de moins qu'elle. Il est chef d'entreprise et séparé de son ex, il y a 1 mois et demi environ. Leur histoire a duré 3 ans. Donc déjà, on a les éléments, il est plus jeune, ça encore, ça veut tout dire et rien dire. Il est tout à fait possible d'avoir une véritable histoire avec quelqu'un qui a 6 ans de moins que soi, même plus. Isabelle nous dit « Nous avons bien discuté ensemble et le courant passait bien entre nous. Il nous a proposé à Anne, ma copine et moi-même de poursuivre la soirée dans un restaurant qui fait aussi discothèque, puis dans un autre bar qui est une institution. Donc ils se rencontrent dans un bar et ils proposent de continuer. Jusque-là, pourquoi pas? Il n'y a rien à dire. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est qu'elle nous dit « J'ai senti que c'était un homme qui aimait bien faire la fête et qui connaissait pas mal de lieux de sortie et aussi qu'il était connu. » Donc là, ce qu'on a comme info, c'est que c'est un fêtard. S'il est connu, c'est qu'il vient souvent et qu'il est probablement un peu alcoolique. On n'en a pas encore la preuve, mais ça commence à sentir le roussi. Isabelle nous dit « Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait bu. » Bingo, donc on la fausse précise. Mais pendant que nous dansions un rock, il a fini par m'embrasser et je ne l'ai pas repoussé. Donc là, le gars, en une soirée, il a déjà mis en place le mécanisme pour pouvoir l'amener là où il le souhaite. Le vendredi suivant, il m'a proposé de venir le chercher chez lui pour aller là où on s'était rencontrés. En chemin, il me dit qu'on allait s'arrêter chez une pote à lui qui tient un bar. Donc là, les infos bar, alcool sont de plus en plus importantes. Après 2 apéros qui ont duré plus de 2 heures, donc là, info de plus par rapport à son côté alcoolo, nous avons repris la route pour aller là où on devait aller initialement. Vers la fin de la soirée, il s'est rapproché de moi et il m'a embrassé à nouveau. Donc visiblement, il se sert d'elle pour faire la tournée des bars. Et en fin de soirée, quand le moment de s'endormir approche, l'angoisse de monsieur reprend et il l'embrasse. Je l'ai ramené chez lui, donc vous avez vu, elle a fait le taxi. Elle est allée le chercher, elle l'a ramené. Il m'a proposé de prendre un verre, j'ai dit ok. Donc visiblement, elle est séduite. Le rhum était fort. J'étais KO. Et je ne me sentais plus trop capable de reprendre la voiture pour rentrer chez moi. Donc le gars a réussi à la saouler, vu qu'il semble très bien tenir l'alcool. Il m'a proposé de rester dormir, j'ai dit ok, mais je me suis mise dans le lit tout habillée. C'est drôle. Je n'ai pas retiré mon pantalon ni ma veste. Il n'a pas eu de geste déplacé. Il n'a pas tenté d'aller plus loin que de s'embrasser. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il avait besoin de compagnie par rapport à son angoisse, par rapport à sa rupture récente. Le dimanche après-midi, il m'a proposé d'aller prendre un verre dans un bar super connu où il y avait un concert. Donc là, rebelote, bar. J'ai dit ok, ma copine Anne nous a rejoints. Après, nous sommes allés au resto à 3, puis nous sommes allés dans un bar, puis dans un bar discothèque qui ferme à 7 heures du mat. Donc là, rebelote la tournée des bars. J'ai ramené Walter chez lui, il m'a proposé un dernier verre, j'ai dit ok. Donc l'histoire se répète. Je suis restée dormir chez lui, mais toujours avec tous mes vêtements dans le lit. J'avais chaud, mais bon, comme je ne voulais pas tenter le diable, j'ai fait avec. On s'est donc juste embrassés. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il se sert d'elle pour faire la tournée des bars. Elle fait le taxi, elle est à moitié saoule, mais elle résiste. Dans l'après-midi, il m'a proposé de venir dîner chez lui. Il m'a dit qu'il allait cuisiner. J'ai dit ok. Nous avons discuté jusqu'à 5-6 heures du matin. Je devais me lever tôt car j'avais 2 rendez-vous prévus initialement et je lui avais dit que je dormirais chez moi. Puis vu l'heure, le courage m'a manqué. Donc là, Isabelle ne se positionne pas. On commence à voir qu'elle prend l'habitude de faire le taxi, de faire la tournée des bars, de dormir chez lui tout habillée. Je suis restée dormir chez lui, là, on est donc à la 3e soirée. Et là, loukoulou, ça a dérapé. Je n'étais pas très à l'aise car ça allait un peu vite pour moi. Mais dans ce cas-là, Isabelle, pourquoi vous êtes-vous laissé faire? Si ça va trop vite, soit vous ne dormez pas chez lui, soit vous restez tout habillé. Puisque visiblement, il l'a accepté. De plus, il me faisait mal. Donc ce n'était pas agréable du tout. Je n'avais qu'une envie, c'est que cela s'arrête.
Peut-être que les préliminaires n'étaient pas suffisants car j'avais l'impression que l'on m'en forçait la main tellement la pénétration me faisait mal. Je n'ai pris aucun plaisir. Donc là, ça pose 3 questions. Comment ça se fait qu'Isabelle a accepté des préliminaires aussi courts? Deuxièmement, comment ça se fait qu'elle a accepté une pénétration douloureuse? Et troisièmement, s'il n'y a pas de plaisir, pourquoi on continue? Et là, on arrive à un moment délicat. Lorsqu'il m'a demandé de quoi j'avais envie, je me suis fermée comme une huître. De là, il m'a rétorqué que l'amour se faisait à 2, ce à quoi j'ai répondu que j'étais timide et qu'il fallait apprendre à se connaître. Donc quand on est timide et qu'on veut prendre du temps, on dort pas chez un mec, habillé. Et en tout cas, si on n'est pas capable de rentrer chez soi parce qu'on a trop bu, on dort ailleurs que dans son lit. Et si on dort dans son lit, on lui dit avant qu'on va prendre le temps et on fait comme les 2 premières fois, à savoir, on reste habillé. Ce qui ne me semble pas très sain parce que ça crée une intimité qui en fait est prématurée et qui fait que lui, il trouve ça normal de vous pénétrer alors que ça n'est pas fluide. À 7 heures, il me dit, ajoute Isabelle, qu'il voudrait bien jouir. Et moi, je lui ai dit que j'aimerais bien dormir un peu, au moins les 2 heures avant de me lever. J'étais gênée de lui dire cela, mais il fallait vraiment que je dorme. Là, Isabelle, quand même, se positionne, mais à mon avis, beaucoup trop tard. Concernant les massages, il me dit toutes les femmes aiment les massages, mais qu'il préfère payer un massage à sa femme plutôt que de le lui faire lui-même. Pas terrible, dit Isabelle. Quand un homme vous dit ça, est-ce que vous réalisez, Isabelle, que cet homme préfère payer que de faire du bien lui-même à cette femme? Il y avait déjà plein d'éléments pour ne pas y aller, mais les éléments qui étaient là au départ, finalement, donnent la couleur de la suite. Isabelle rajoute, et au niveau des préliminaires, j'ai pas trouvé qu'il se cassait la tête. Toujours est-il que l'on n'est pas allé jusqu'au bout, et donc monsieur n'a pas joué, il était frustré. Là, le commentaire sur les massages et l'insistance de monsieur pour jouir aurait dû calmer Isabelle, et elle aurait dû disparaître dans la nature. À noter qu'en pleine nuit, quand le rapport échoue, il se lève et parfume une cigarette. Et accessoirement, je l'ai vu se resservir un verre de rhum en pleine nuit. Donc le mec, c'est un alcoolo tabagique, vous le savez depuis le début, et vous y allez quand même. Je suis donc partie de chez lui en début de matinée. Et en début de soirée, oulala malheureuse, je lui ai envoyé un SMS pour savoir comment s'était passée sa journée et m'excuser entre guillemets d'avoir voulu dormir un peu plus tôt que de continuer à m'occuper de lui. Donc là, elle s'excuse d'exister, de s'être respectée et de s'être positionnée. Donc ça annule le peu de positionnement qu'elle a eu et lui, ça lui donne les coudées franches pour pouvoir l'amener là où il le souhaite. De là, il me répond qu'il a eu une sortie et que si je souhaite me rattraper, il peut être chez lui vers 22h30. Là encore, il la manipule et lui demande de se rattraper, donc il a repris le pouvoir dans la relation. Heureusement, Isabelle lui répond que je ne peux pas ce soir, mais si elle avait pu, elle y serait sans doute allée. Et de là, il lui envoie un texto, comme quoi il préfère que l'on en reste là. Ça évitera qu'on perde notre temps. Elle lui renvoie un SMS pour lui demander ce qu'il se passe et pourquoi ce revirement de situation entre le matin et le soir. Réponse, sexuellement, ça ne pourra pas le faire. Évidemment, elle n'a pas voulu le faire jouir. Donc, il met une pression encore plus forte pour la faire rentrer dans son tunnel, entre guillemets, sexuel à lui. Isabelle nous dit, la rage, la colère m'a monté au nez et je lui ai envoyé un long SMS. Grosse erreur. Il fallait arrêter, évidemment, tout de suite. Il aurait fallu d'ailleurs arrêter bien avant, mais à chaque étape, il eût été possible d'arrêter. Mais elle ne l'a pas fait. Et dans ce SMS, dit-elle, je lui balance tout ce que j'ai sur le cœur. Se faire jeter par SMS en plus, et à cause du sexe, ça ne m'était encore jamais arrivé. Je me suis sentie nulle, sexuellement et frigide. Non, Isabelle, vous n'êtes pas nulle. Vous avez refusé de le faire jouir. Et comme il vous faisait mal, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais lui vous fait croire que vous êtes nulle pour vous culpabiliser. Et vous, comme vous avez probablement un historique impressionnant sur la nullité transmis par votre système familial, vous le croyez. Elle ajoute, je me suis sentie abusée, utilisée, rejetée, balancée à la poubelle. Bref, je n'étais pas bien du tout. C'est tout à fait juste. Mais pourquoi vous n'avez pas tout coupé? Après qu'il ait eu mon SMS, il m'a répondu, si tu veux. Donc sous-entendu, ouais d'accord, je suis nulle. Ok. Et il faut que je fasse le deuil de mon ex. Donc là, il lui donne la clé qu'il avait déjà donnée au début. C'est une histoire qui a duré 3 ans. Je suis encore dedans. Donc à mon avis, il a été largué. Puis comme Isabelle ne répondait pas, il a essayé de l'appeler à 00h30. Donc il n'a pas complètement lâché le fait d'en faire son esclave sexuel. Heureusement, Isabelle n'a pas décroché. Le lendemain, Walter envoie 3 SMS auxquels Isabelle ne répond pas. Il essaie d'appeler 2 fois, elle ne répond pas. Bien joué, Isabelle. Le surlendemain, il envoie un message sur WhatsApp, cette fois pour me dire d'arrêter de bouder, et que si ça me disait, il sortait ce soir à tel endroit. Je n'ai pas ouvert son message, dit Isabelle, et donc je n'ai pas répondu. Bravo. C'était enfin la bonne attitude à avoir, mieux valait tard que jamais. Avec quand même de la douleur sexuelle au passage. Le vendredi soir, avec sa copine Anne, Isabelle décide d'aller prendre un verre là où elle a rencontré Walter. Et bien sûr, il était là. Donc Isabelle n'y va pas pour rien, elle espère le retrouver, mais elle veut crâner. Elle s'est installée à l'autre bout de la pièce, quand elle l'a vu, mais à la fermeture du bar, donc elle a attendu jusqu'à la fermeture, il s'est rendu compte qu'elle était là. En fait, il s'en est rendu compte bien plus tôt,
Mais il a attendu la fermeture parce que lui vivait sa vie, et elle a attendu qu'il se rende compte qu'elle était là, exprès. Alors il est venu vers elle, tout sourire, en lui disant d'arrêter de bouder. Et il l'a embrassée dans les cheveux. Il avait envie d'une explication. Mais Isabelle était fermée comme une huître, car elle avait été blessée, elle était quand même là pour le voir, mais elle était fermée. Donc ça, c'est paradoxal. Ou bien vous y allez pour le voir et vous acceptez l'explication, ou bien vous n'y allez pas, ou vous changez de bar. Je lui ai dit, ajoute-t-elle, que j'avais déjà tout dit dans mon SMS, et là il me dit qu'il n'est pas comme cela. Donc il a été blessé, qu'elle l'humilie en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Il explique qu'elle a tout faux, que c'est lui qui a dû revenir 3 fois, puisqu'il avait essayé de l'appeler et d'envoyer des textos. Lui cherchait à détendre l'atmosphère, dit-elle, mais moi j'étais bloquée, pas encline à discuter avec lui comme avant. Il nous a proposé de sortir ailleurs, ensuite, et on a dit qu'on ne voulait pas. Ben oui, quand même, heureusement. Il est revenu à la charge avec moi en me disant, tu viens, on va sortir ailleurs, et je lui ai répondu, non merci, sans façon, et là il est parti. Donc, elle s'est vengée parce qu'il est revenu vers elle et elle lui a dit non, donc c'est pas génial tout ça. Mais je ne suis pas bien depuis, je n'arrête pas de penser à lui, je ne sais pas si ma réaction est normale. Non, elle n'est pas normale. Il y a trop d'humiliation pour continuer à y penser. Qu'est-ce que je dois faire maintenant vis-à-vis de lui? Est-ce que je dois solliciter un échange en tête-à-tête? Là, normalement, depuis longtemps, Isabelle aurait dû cesser. Et je pense à une autre coachée à laquelle un homme qui lui plaît beaucoup propose quelque chose de gore. Elle ne veut pas du gore, mais elle veut continuer à le voir. Et en fait, c'est très compliqué, visiblement, pour certaines femmes, de renoncer à des hommes qui les excitent et les érotisent, alors même que tous les signaux sont rouges. Isabelle nous dit « J'ai été blessée, touchée dans mon orgueil, car il ramène cela exclusivement au sexe. Mais peut-on juger de l'issue d'une relation sur un acte sexuel qui n'a pas abouti ?» Bien sûr que non, Isabelle. Mais comme vous êtes, entre guillemets, son esclave sexuel et que vous ne valez rien de plus, ce qu'il a à vous proposer, c'est rien. Isabelle nous ajoute que monsieur voulait la pénétrer sans préservatif. Heureusement, Isabelle lui a dit stop en lui demandant de bien vouloir se protéger. De là, il lui a dit que ça lui coupait tous ses effets, classiques. Isabelle ajoute, je crois qu'il a dû utiliser 3 préservatifs pour au final ne pas jouir. Plusieurs fois, il a débandé en me disant qu'il se connaissait, que c'était foutu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne voulait pas de préservatif. Bref, je ne sais pas quoi penser. J'ai oublié de dire aussi qu'il boit énormément. Non, je suis très surprise. Bien sûr qu'il boit énormément. Il n'y a qu'un seul concept dans ses relations, c'est les bars et à pas d'heure. C'est un pilier de bar, bingo, qui ne sait pas rester chez lui seul, bingo, et qui a besoin de sortir, re-bingo, de voir du monde, de boire et de fumer, des cigarettes. Eh oui, alcoolo-tabagique, ça va ensemble. Ah, nous y voilà. Il s'est fait arrêter par la police il y a 1 mois et demi pour conduite en état d'ébriété. Il avait 2,6 grammes d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue, mais sa magnifique bagnole est à la fourrière depuis et il continue à conduire son autre voiture alors qu'il a un retrait de permis. Donc, ce que l'on découvre, c'est que Isabelle sait depuis le début qu'il ne peut pas conduire, c'est pour ça qu'elle fait le taxi. Elle sait depuis le début qu'il est alcoolique. Elle a donc tous les éléments, mais elle ne nous en parle pas parce qu'elle les exclut, c'est-à-dire qu'elle fait comme s'ils n'existaient pas, ce qui lui permet évidemment de continuer à fantasmer sur lui. Et elle ajoute que Walter a dit qu'il avait fait un burn-out l'année dernière durant 6 mois. Il m'a dit alors avoir été diagnostiqué comme bipolaire et prendre un traitement pour l'humeur. Je ne sais pas à quel moment il a dit ça, mais à mon avis tout au début. Donc monsieur est bipolaire, prend un traitement, donc j'imagine que c'est du lithium, que le lithium et l'alcool ne font pas bon ménage, que son burn-out n'a visiblement rien à voir avec la rupture, mais que ce sont 2 sortes de ruptures, une rupture professionnelle et une rupture amoureuse. Bon, l'histoire continue avec encore des nuits courtes pour remplir l'angoisse de monsieur qui a besoin d'un antidépresseur sur pattes, avec les mêmes problématiques sexuelles. Et là, je vais donc décortiquer les détails de la sexualité dont Isabelle n'avait pas encore parlé jusque-là, et ensuite on verra comment elle se sent et qu'est-ce qui se passe en elle, et qu'est-ce qui, en général, fait que des femmes acceptent, et des hommes aussi, des comportements humiliants et inacceptables. Alors, Isabelle nous dit, que faire, que dire quand un homme me dit systématiquement suce-moi à chaque rapport, qu'à un moment donné il m'attrape par les cheveux, me tire les cheveux et appuie sur ma tête sans relâche pour que son sexe aille plus profondément dans ma bouche, ma gorge. Et là la réponse, Isabelle nous la donne. Intérieurement je me sens mal, j'ai le sentiment d'endosser le rôle de la prostituée, pour ne pas dire la pute, et cela me pose problème. Mon ressenti n'est pas bon. Est-ce moi qui ai un problème ou ce n'est effectivement pas très respectueux envers moi? Effectivement, Isabelle, non seulement c'est pas respectueux envers vous, vous n'avez pas de problème, mais vous avez le problème de vous laisser faire, de ne pas vous respecter, de ne pas vous faire respecter, et dans l'espoir d'obtenir de l'attention, d'accepter des situations inacceptables. Les trucs gore, c'est suce-moi. Dans une relation équilibrée et tendre, un homme ne vous attrape pas par les cheveux en les tirant pour vous plaquer la tête et vous demander de lui faire entre guillemets une gorge profonde. Et là, Isabelle rajoute, que penser, que dire? Que faire quand les préliminaires sont limités? Que l'homme ne me caresse presque pas les seins, disant que ça ne l'intéresse pas. Il ne caresse pas non plus le reste du corps. Il ne fait que s'attarder un peu sur mon sexe. Et je n'ai eu que 2 cunnilingus en 10-12 rapports sexuels qui n'ont jamais abouti parce qu'il demande au moindre truc et qu'ensuite il ne rebande pas de suite, même en le masturbant. Déjà, je vous renvoie au podcast Un cuni sinon rien, parce que on ne peut pas ne pas envisager
la réciprocité dans une relation sexuelle, même s'il n'y a pas forcément un état amoureux, même si c'est le fait de passer un bon moment, ce bon moment doit être réciproque. Et chacun doit y trouver son compte. Ensuite, la violence n'est pas acceptable. Et quand on accepte la violence, c'est que elle fait partie de notre quotidien. Quant aux préliminaires, ils doivent être approfondis et généreux. Mais que penser d'un homme qui préfère payer un massage à sa compagne plutôt que de le faire lui-même? Dès lors, Isabelle, que vous acceptez quelque chose qui n'est pas égal, dès lors que l'homme vous fait mal et que vous ne cessez pas le rapport, c'est mort. Et Isabelle me dit, y a-t-il une astuce, une technique, quelque chose de particulier à faire lorsque l'homme débande rapidement, même lorsqu'il veut changer de position et qu'il se retire? Alors, moi je pense que l'homme a du mal à bander, en partie à cause de l'alcool. L'alcool n'a jamais fait bon ménage avec l'érection, en partie à cause de son médicament, parce que les médicaments psychiatriques ne font pas non plus bon ménage avec l'érection, en partie parce que je pense qu'il a un problème avec l'érection. 10 ou 12 fois, là, on n'est plus dans la norme. Je vous renvoie à ma vidéo sur le thème « Comment faire quand il perd ses moyens en début de relation ». Là, 10-12 fois, ce n'est plus normal. Je pense qu'il n'y a pas d'astuce particulière. Dans son cas, il faudrait qu'il arrête de boire, déjà, et qu'il n'y a pas d'astuce pour un homme qui physiologiquement est défaillant. Moi, je pense qu'il ne garde pas l'érection, soit parce qu'il a un problème physiologique, soit parce qu'il a un problème psychologique, soit parce que l'alcool et les médicaments lui ont coupé la chic. Et Isabelle nous dit, que répondre à un homme qui me dit, tu crois que tu vas enfin réussir à me faire jouir? Là, c'est encore un challenge pathétique. Et quand un homme dit ça à une femme, il faut partir en courant. Et pareil dans l'autre sens. Je me souviens d'une coachée homo que j'accompagnais. Elle venait de rencontrer quelqu'un et la fille lui dit, alors qu'elles avaient toutes les deux 30 ans à peu près, donc dans la force de l'âge, je te préviens, je n'ai jamais eu d'orgasme vaginal, je vais être un vrai challenge pour toi. Et ma coachée m'a dit qu'elle avait effectivement tout fait et que l'autre était comme une planche à pain. Et je lui ai dit, c'est normal, c'est une forme de vengeance inconsciente qui repose sur je ne sais pas quoi. Et là, je vous renvoie à mes podcasts et vidéos sur le thème de la vengeance sur le plan sexuel. Mais ce qui est clair, c'est que quand un homme dit à une femme, est-ce que tu vas réussir à me faire jouir, c'est que lui a un problème, mais au lieu de voir où est son problème, il le déplace sur l'autre. Et en plus, il met la personne en difficulté. Et là, Isabelle commence à nous révéler, et là, je suis atterrée, que répondre à un homme qui me dit, j'aime recevoir et pas donner? Ben, moi, j'aurais répondu, c'est con parce que moi aussi. On n'est pas en face tous les deux. Salut, tu pues. Tout est dit. Isabelle rajoute, est-ce que passer son temps à s'occuper de lui, à faire une fellation à chaque fois et n'avoir eu en retour que 2 cunnilingus, ce n'est pas donné? Ben si, Isabelle, c'est donné. Mais, comme lui vous a donné le mode d'emploi, c'est le cas de le dire, j'aime recevoir et pas donner, pour lui, c'est jamais assez. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est jamais assez, jamais assez. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est jamais assez. Face à ces comportements, je me rends compte que je manque de répartie, que l'on cherche à me faire porter le chapeau du fait qu'il ne jouit pas. Donc Isabelle, vous avez parfaitement compris ce qui se passe, mais c'est plus fort que vous. De plus, il me dit, ça coûte cher les préservatifs. Mon Dieu, c'est affligeant. Je prends XL, ajoute-t-il. Et Isabelle nous dit, à chaque fois je lui mets un préservatif qui ne sert au final à rien, parce qu'il ne réussit pas à bander. Il ne peut donc pas me pénétrer sans que j'ai mal, mais au bout d'un moment, quand il veut changer de position, qu'il se met à parler d'un truc, il me dit c'est mort maintenant. Donc en fait, c'est plus compliqué que prévu. C'est lui qui met en place la chronique d'une débandaison annoncée. En fait, il sait qu'il va débander, mais il arrive à bander suffisamment pour mettre un préservatif et à la pénétrer un peu. Alors pourquoi a-t-elle mal? Peut-être il en a une grosse, vu qu'il prend du XL, qu'en plus il l'a mal préparé, mais dès qu'il change de position, dès que ça marche pas comme il l'a décidé, il débande. Et donc il dit c'est mort. Et là il la culpabilise. Donc c'est comme s'il rejouait un scénario où il va finalement choisir la femme pour la punir de ne pas arriver à le faire jouir, tout en lui faisant croire que ça va être possible, tout en la culpabilisant de ne pas y arriver, et en l'humiliant, en lui disant qu'elle est nulle. Donc lui joue un scénario inconscient qui correspond au scénario d'Isabelle. On sait qu'Isabelle, enfin moi je le sais en tout cas, a été humiliée, critiquée, méprisée par ses parents. Et comme elle était fille unique, elle a tout porté. Et ses parents ont une problématique importante avec la sexualité. Mais sans rentrer dans les détails parce que ça n'apprendrait pas grand-chose, on va dire qu'ils sont très cathos, mais qu'ils ont transgressé pour se marier et qu'il y a une colère en eux et une honte par rapport à cette transgression qui a été projetée sur Isabelle. Donc quand Isabelle rencontre un homme prêt à l'humilier, prêt à la culpabiliser, prêt à lui dire qu'elle est nulle, c'est quelque chose qu'elle connaît très bien, puisqu'elle est le fruit de la transgression de ses parents, qui ont honte de ce qu'ils ont fait. Isabelle conclut en disant « Je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation. Je trouve cela déstabilisant. Est-ce moi le problème ?» Alors oui, c'est le problème en partie puisque vous avez accepté de rentrer dans le jeu alors que vous aviez tous les éléments. Et non, vous n'êtes pas le problème parce que vous avez été programmé pour ça. Et donc le problème, c'est vos parents et ce qu'ils vous ont imposé. Et en même temps, le problème, c'est aussi vous parce que vous acceptez, après tout le travail que vous avez fait sur vous et toute la lucidité exceptionnelle que vous avez, de continuer cette relation. Alors pourquoi vous la continuez? Parce que cet homme représente vos 2 parents réunis.
vous l'avez choisi dans l'espoir de le faire changer, comme vous avez espéré que vos parents allaient un jour changer, et comme vos parents, il s'est révélé humiliant et ne vous laissant pas la possibilité d'exister tel que vous êtes. Conclusion, vous rejouez le scénario de « j'espère que cet homme va me regarder autrement que mes parents m'ont regardé » et il va finir par vous humilier à l'endroit de la sexualité, qui est en lien avec la transgression des parents, à l'endroit même où vous avez été humilié. Et c'est pour ça qu'il y a des pages et des pages de cette histoire qui a duré finalement, puisque ça a commencé fin avril, on va dire 1 mois et demi, et que vous avez passé votre temps à rejouer « j'aimerais tellement que tu sois l'homme idéal et tu te révèles être ma famille réunie ». Et lui, il a probablement rejoué « j'ai tellement besoin de t'humilier », soit par rapport à son ex, soit par rapport à son histoire, à mon avis les deux. Et tu vas me servir de punching ball. Sans avoir les détails de sa problématique à lui, je suis certaine que si vous aviez parlé de son enfance, on aurait pu mettre en place un parallèle, un système pervers de part et d'autre qui vous amène à être à la fois dans l'espoir et à la fois dans le fait de revivre quelque chose que tous les deux vous connaissez par cœur. En synthèse, lorsque vous êtes dans une relation toxique, c'est toujours un schéma répétitif, c'est toujours un système névrotique, c'est toujours un système pervers, par excès ou par défaut. Par excès, c'est quand l'autre est délibérément pervers. Par défaut, c'est quand le système devient pervers et que le fait de l'accepter fait que le système est pervers. En conclusion, si vous êtes dans une relation toxique, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous souffrez, si vous vivez une sexualité qui ne vous satisfait pas, une fois de plus, posez-vous les bonnes questions, consultez, faites-vous aider. N'acceptez pas des situations humiliantes, méprisantes, des comparaisons. Parce qu'à un moment donné, on apprend que le Walter parlait beaucoup de ses ex, même pendant le sexe. Alors dans cette société dans laquelle les relations sont de plus en plus compliquées, de plus en plus violentes, de plus en plus sans limite, préservez-vous, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, au minimum chaque mardi, chaque vendredi, sauf pendant les vacances de Noël et le mois d'août.